La leçon interdite. Tout a un prix et certains trésors ne devraient jamais être convoités. Chronique africaine. Et d'ailleurs, acte 1, sous un soleil de plomb, la ville fourmille d'activités. Les klaxons incessants, les cris des marchands et le vacarme des bus jaunes qui peinent à se frayer un chemin dans la circulation composent une mélodie chaotique mais familière. Dans ce tumulte, un jeune homme fend la foule. Eric, 27 ans, avance d'un pas rapide, un grand sac de provisions sur l'épaule. Ses vêtements sont usés, ses chaussures trouées à l'avant et la sueur perle sur son front. Mais il continue. Il n'a pas le choix. Malgré un diplôme universitaire en poche, Eric n'a jamais trouvé de travail. Dans son quartier, nombreux sont ceux qui le considèrent comme un échec. L'aîné d'une famille de 6 enfants, il porte sur ses épaules bien plus que des sacs de provisions. Il traîne le poids de la responsabilité, de la pauvreté et du désespoir. Chaque matin, il se rend au marché Mbopi, l'un des plus grands et bruyants de la ville, pour gagner quelques billets en portant les courses des clients, 500 francs par-ci, 1000 francs par-là, un maigre butin pour un travail harassant, mais quand on a faim, on ne se plaint pas. Ce jour-là, Eric est à bout de force. Il ajuste son sac sur son épaule et dépose les lourds cabas devant une cliente qui le paye distraitement, sans un regard. Alors qu'il s'apprête à chercher un autre client, une silhouette attire son attention. Un homme vêtu d'un costume noir impeccable l'observe. Il est grand, élégant, ses chaussures cirées reflètent la lumière du soleil. Il dénote parmi la foule de marchands et de clients en sueur. Pourquoi un homme comme lui viendrait-il ici? L'homme s'approche et, d'une voix posée, lui demande « Peux-tu m'aider à porter ces courses jusqu'à ma voiture ?» Sans poser de questions, Eric s'exécute. Les sacs sont lourds, mais il a porté pire. Arrivé à une berline noire garée non loin, il dépose les paquets dans le coffre et s'essuie le front du revers de la main. Il s'attend à recevoir la somme habituelle. Mais l'homme sort un billet de 10 francs et le lui tend. Eric reste figé. Il cligne des yeux, croyant à une erreur. « C'est pour toi, » dit l'homme avec un sourire discret. « Monsieur, c'est trop, prends-le. » Il hésite puis s'empare du billet avec une gratitude mal dissimulée. Alors qu'il s'apprête à remercier l'homme, celui-ci ajoute, d'un ton étrangement calme, « Je peux t'aider à changer ta vie, Eric. » Le jeune homme fronce les sourcils. « Comment connaît-il mon nom ?» Comme s'il devinait ses pensées, l'inconnu continue. « Je sais ce que tu traverses. Moi aussi j'ai connu la misère, mais j'ai trouvé une solution. Une solution que je peux te partager si tu es prêt. » Un frisson parcourt la colonne vertébrale d'Eric. Cet homme, il ne l'a jamais vu. Pourtant, il parle comme s'il savait tout de lui. « Retrouve-moi ce soir à l'hôtel La Falaise, dans le quartier Bonapriso, chambre 408. » Sans attendre de réponse, l'homme monte dans sa voiture et disparaît dans la circulation. Eric serre le billet entre ses doigts. Son cœur bat à tout rompre. Que vient-il de se passer? Ce soir-là, il ne trouve pas le sommeil. L'adresse de l'hôtel danse dans son esprit. Il ne croit pas au miracle, mais il sait une chose. La pauvreté ne lui laissera jamais sa chance. Alors, sans vraiment comprendre pourquoi, il prend une décision, il ira à suivre. Le lendemain de sa rencontre avec l'homme en costume noir, Eric avait peu dormi. Son esprit était traversé d'un tourbillon d'émotions contradictoires. L'excitation, la peur, l'espoir, le doute. Cette nuit-là, il s'était retourné dans tous les sens sur son vieux matelas.
Le billet de 10 000 francs toujours posé sur sa table de chevet. C'était plus que ce qu'il avait pu gagner en 2 semaines au marché Mbopi. Le lendemain soir, Eric n'avait pas hésité une seconde à se rendre au rendez-vous fixé par l'inconnu. Le lieu était surprenant, un hôtel luxueux de Bonapriso, le quartier chic de Douala. C'était la première fois qu'il entrait dans un établissement aussi prestigieux. Les lumières tamisées, les fauteuils en cuir, les œuvres d'art sur les murs, tout transpirait l'opulence. Eric se sentit minuscule. Il monta au 4e étage, comme indiqué. La porte 408. Il frappa. L'homme en costume noir l'attendait déjà. Assis confortablement dans un fauteuil en velours, un verre à la main. « Eric, je savais que tu viendrais. Tu veux sortir de ta misère. Et moi, je peux t'y aider. Mais il faut que tu sois prêt à faire ce qu'il faut. » Sans même poser de questions, Eric répondit « Je suis prêt. » L'homme esquissa un sourire, puis ouvrit un tiroir et en sortit une carte. « Dans 2 jours, on part pour Bangoura. Là-bas, tu rencontreras celui qui m'a sorti de l'enfer. Il t'aidera aussi si tu es prêt à faire le sacrifice. » Le trajet fut long. Eric n'avait jamais quitté Douala. Il ne connaissait rien du Cameroun profond. Les routes sinueuses, les paysages verdoyants, les villages lointains, tout lui semblait étranger et ancestral. Une tension sourde montait en lui à mesure que la voiture s'enfonçait dans l'ouest montagneux. Ils arrivèrent au crépuscule. Le village semblait hors du temps. Les maisons en terre battue, les vieux arbres immenses, les chants d'oiseaux et de grillons, c'était un autre monde. Le marabout les attendait au seuil d'une grande case décorée de symboles. C'était un vieil homme au regard intense, enveloppé d'un long boubou noir. Il n'avait rien d'un charlatan de marché. Il imposait le respect. « Tu veux devenir riche ?» lui demanda-t-il sans détour. « Oui. Tu es prêt à payer le prix ? Je ferai tout ce qu'il faut. » Le marabout lui tendit une boîte de chocolat vide, rouillée, recouverte de signes mystérieux. « Récite cette incantation chaque soir, à minuit, les mains posées sur cette boîte. Ne manque jamais un jour. Et ne perds jamais cette boîte, sinon tout sera perdu. » Il lui donna un parchemin contenant des phrases en arabe. Puis, il le congédia. De retour à Douala, Eric suivit les instructions à la lettre. Cette première nuit, à minuit pile, il éteignit toutes les lumières, alluma une bougie, plaça la boîte devant lui et récita les mots, la gorge serrée, le cœur battant à tout rompre. Rien. Il resta assis là quelques minutes, puis soudain, un souffle glacial parcourut la pièce. Un bruit sec. Il rouvrit les yeux. Devant lui, 5 liasses de billets de banque, neufs, parfumés, authentiques. 5 millions de francs CFA. Eric n'en revenait pas. Il toucha l'argent, le jeta au sol, le reprit. C'était bien réel. Il cria de joie, sortit dans la rue pieds nus, dansant au clair de lune. Il venait de devenir riche. Le lendemain, il quitta immédiatement sa chambre insalubre de Newbell pour s'installer dans une luxueuse villa à Bonapriso. Il acheta une voiture allemande dernier cri, des vêtements de marque, un téléphone dernier cri et engagea même une ménagère, Awa. Le rituel, il le répéta chaque nuit. Et chaque nuit, l'argent apparaissait. Avec son nouveau capital, Eric ouvrit une première boutique à Aqua, puis une deuxième à Bali. Il voyagea en Chine pour importer des téléphones, en Turquie pour des vêtements, à Dubaï pour des accessoires de luxe. Son nom circulait dans les cercles d'affaires. On commençait à le considérer comme un homme influent. Il organisait des soirées privées dans des villas, sponsorisait des artistes, conduisait une vie de prince, mais il y avait une condition à tout cela.
Le marabout lui avait rappelé. Chaque mois, il devait séduire une femme, coucher avec elle et laisser le reste se faire. Au début, Eric ne comprenait pas. Il croyait que c'était symbolique. Mais après sa première conquête, une jeune vendeuse d'accessoires, il apprit que la fille était morte d'un AVC 3 jours plus tard. Elle n'avait aucun antécédent. La deuxième, une étudiante, mourut d'une embolie. La troisième, d'une crise cardiaque inexpliquée. À chaque fois, Eric recevait un nouveau pactole dans sa boîte. Il comprit, horrifié, que ces femmes étaient le prix de sa richesse. Mais il était déjà trop tard pour reculer. Les nuits d'Eric devinrent hantées. Il entendait des pas dans les couloirs de sa villa. Il voyait des ombres passer dans les miroirs, des murmures, des pleurs. Il avait peur du noir. Il laissait toutes les lumières allumées. Il ne dormait plus sans somnifère. Il savait qu'il était prisonnier. Mais tant que la boîte était là, tant que l'argent continuait à apparaître, il se disait qu'il tiendrait encore un peu. Jusqu'au jour où Awa, sa ménagère, jeta la boîte. La villa de Bonapriso, jadis témoin de faste et d'excès, était désormais enveloppée d'un silence pesant. Eric, affalé sur un fauteuil en cuir, observait le plafond comme un homme traqué par ses propres démons. Cela faisait 3 jours que la boîte avait disparu. 3 nuits qu'il n'avait pas dormi. 3 soirs de suite que minuit arrivait sans miracle. Il avait fouillé toute la maison, retourné chaque tiroir, chaque recoin. Il avait même fait venir un médium en vain. La boîte était introuvable. Quand il apprit que c'était Awa, sa ménagère, qui l'avait jetée par mégarde, Eric s'était effondré. Il n'avait même pas eu la force de crier. Seulement un murmure rauque. « Tu ne sais pas ce que tu as fait. » Eric s'était précipité vers le bac à ordures, pieds nus, en plein midi. Son pantalon de soie traînait dans la boue. Il fouilla les déchets, les mains pleines d'immondices. Les passants le regardaient, choqués. Certains le reconnurent. C'est pas le gars riche là, mais Eric n'entendait plus rien. Son esprit ne cherchait qu'une chose, la boîte. Ce précieux objet qui avait tout changé, qui lui avait tout donné et qui allait désormais tout lui reprendre. Il appela l'homme en costume noir. Numéro indisponible, il appela le marabout. La ligne sonnait, puis s'arrêtait. Finalement, il décrocha. « C'est fini, Eric, » dit la voix rauque au bout du fil. « Tu as rompu le lien, tu n'es plus protégé. Aidez-moi, je peux payer, je peux faire un autre sacrifice. Ce n'est pas une question d'argent. Tu as perdu l'objet et tu as trop de sang sur les mains. Le pacte est rompu. Prépare-toi. » Puis il raccrocha. La première boutique à brûler fut celle de Bali. Les caméras de surveillance montraient des flammes surgir de nulle part. Les pompiers n'avaient rien pu faire. Le lendemain, c'était celle d'Aqua, puis celle de Bonamou Sadi. Une à une, ses affaires disparaissaient dans les flammes. Les assurances refusèrent de payer, évoquant des événements inexpliqués. Ses comptes bancaires furent bloqués pour suspicion de blanchiment. Son passeport fut saisi. Même ses proches l'évitaient désormais. Eric devenait un paria. Pire, il tombait malade. Tout avait commencé par une toux, puis des douleurs intenses dans les articulations. Ensuite, des vertiges, des saignements de nez, une perte rapide de poids. Il consulta les meilleurs médecins de Douala. Aucun ne comprenait ce qui lui arrivait. Les scanners ne montraient rien d'anormal. Les analyses étaient normales. Mais lui, il sentait son corps se désagréger. Il fut hospitalisé d'urgence dans une clinique privée.
Là, son état empira. Il délirait, parlait aux murs, pleurait la nuit, appelait les noms des filles qu'il avait sacrifiées. Les infirmiers, terrifiés, refusaient d'entrer seuls dans sa chambre. Certains affirmaient qu'à minuit, on entendait des voix de femmes gémir autour de son lit. D'autres disaient que des ombres apparaissaient au plafond. Il fut transféré dans un hôpital public. Un soir, alors qu'il était seul, Eric vit apparaître une silhouette dans sa chambre. Une femme, belle, vêtue d'une robe blanche. C'était la première fille qu'il avait sacrifiée. « Pourquoi, Eric ?» chuchota-t-elle. Il trembla de tous ses membres. Je ne voulais pas, je ne savais pas. Tu as pris nos vies pour ton confort. Et maintenant, c'est l'heure de payer. Elle posa la main sur sa poitrine. Une douleur fulgurante le transperça. Il hurla quand les infirmiers entrèrent. Il était seul. Mais depuis ce jour, Eric ne parla plus. Il restait allongé, les yeux ouverts, comme vidé de toute âme. Les rumeurs allaient bon train. On parlait de punition divine, de pacte démoniaque brisé, d'un homme qui avait vendu son âme et qui allait mourir lentement, rongé par la culpabilité. Une semaine plus tard, Eric rendit l'âme, mais son corps ne se décomposa pas. Il resta figé dans une expression de terreur éternelle, comme s'il avait vu l'enfer. Hawa, la ménagère, fut la seule à venir à l'enterrement. Elle pria longuement, puis elle tourna les talons. La boîte, elle, ne fut jamais retrouvée. Mais certains disent qu'elle réapparaîtra dans les mains d'un autre jeune désespéré, car la richesse facile séduit toujours. Et certains trésors ne devraient jamais être convoités. Si c'était vous à la place d'Eric, qu'auriez-vous fait? Like, partage et abonne-toi pour plus d'histoires vraies